Bon, alors allons-y. Premier nom du jour, si tu veux bien, on peut aller sur Karl Anthony Towns. Commencer par son cas-là. Donc je te fais le topo vite fait avant qu'on en discute rapidement. Le topo, 33 minutes par match pour Karl Anthony Towns sur 62 matchs cette saison. 108 de true shooting plus, donc plus 8% d'efficacité relatif à la moyenne. C'est quand même très bien. Sur 27% d'usage, c'est pas mal aussi. Et c'est vrai que pour te lancer, on a en fait une très belle saison après une campagne 2023 marquée surtout par les blessures. Ouais, moi c'est peut-être ma saison préférée de Karl Anthony Towns depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Comme tu l'as dit, en fait, un peu la mise en place du jeu de Minnesota m'a fait découvrir un nouveau joueur. C'est vraiment déjà le profil qu'on connaît depuis très longtemps maintenant, c'est cette valeur de shooter élite chez un seven footer, c'est quelque chose d'assez dingue. Et en fait, le fait d'avoir un changement de rôle, entre gros guillemets, parce qu'évidemment, Karl Anthony Towns ne s'est pas réinventé entièrement, mais d'avoir ce changement de rôle de la part de Karl Anthony Towns pour plus d'efficacité m'a vraiment plu. C'est devenu vraiment un finisseur d'action assez exceptionnel. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié sa saison. Et même défensivement, je trouve qu'il s'est vraiment mis au diapason de cette nouvelle équipe défensive mise en place par Chris Finch. Et il y avait beaucoup de doutes sur sa capacité à jouer avec un second antérieur, avec Rudy Gobert, voire avec Nazron Reed. Donc, dans cette nouvelle mise en place de Minnesota avec un nouvel alpha, avec Anthony Edwards, je l'ai trouvé vraiment juste. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Malgré une grosse blessure qu'il a mis de côté sur une vingtaine de matchs, j'ai vraiment beaucoup apprécié sa saison. Alors attends, je vais faire un truc que Darwin Ham ne fait jamais là. Temps mort, j'appelle un temps mort. Qu'est-ce que tu nous as dit? Tu nous as sorti le vrai nom de Nazrit, c'est ça? Comment tu dis? C'est Nazreon. Waouh! Ah bah tu vois, je savais pas ça. C'est Mais oh je sais pas super. si Donc c'est son vrai prénom par contre, mais je sais que c'est quand il était coté au lycée, tout le monde l'appelait comme ça et en fait à la fac ouais. à LSU, ça a été diminué en Nazrid quoi. Bon bref, super. Merci Flo. Je suis content d'avoir invité, tu vois. Non, mais alors, pardon, blague à part, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que il y avait deux inquiétudes sans doute. C'était un peu le côté défense par rapport à lui, où on sait que parfois ça peut être compliqué, et l'autre aspect qui était ce fameux spacing entre les deux. Alors, pour le coup, lui, c'est pas de sa faute, hein, c'est plutôt le côté Gobert sur le spacing, mais tu vois, je trouve qu'il a quand même bien répondu aux deux interrogations. En plus, bon, sur la défense, on l'a connu bien pire que ça, hein. Je pense qu'il faut pas penser qu'on est sur un niveau linéaire toute sa carrière, quoi. Il a fait une très très belle saison rookie défensive, ensuite un peu plus décevant, c'est devenu même assez mauvais, même très mauvais par certaines années. Là, pour le coup, je trouve qu'on est quand même remonté à un bon niveau, voire même à un très bon niveau. D'ailleurs, au passage, déjà sous Chris Finch, il a fait une bonne saison défensive en 2022, tu sais, l'année Vanderbilt, l'année d'Angelo Russell, etc., quoi, cette année-là où les très très jeunes Timberwolves. Donc c'est vrai que la défense, c'est pas mal, et comme je répète aussi assez souvent régulièrement, moi ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça permet d'avoir un gros, donc Towns, qui peut un peu s'occuper du gros adverse, grosso modo, et donc de pouvoir enlever Gobert de ce match-up-là et mettre Gobert un peu sur n'importe qui on veut en fait, hein, donc notamment sur un non-shooter. Et donc Gobert n'est pas l'encre défensive qui doit défendre le gros, et donc il peut défendre un peu en safety, quoi, en libéraux, parce qu'il n'a pas de match-up particulier à défendre. Et ça c'est permis parce que tu vois, tu l'avais pas l'an dernier, ça, en 2023, parce qu'il a fait que 30 matchs. Cette année tu l'as, et donc je trouve que ça a participé au déploiement complet, à l'optimisation incroyable défensive de Gobert, donc ça compte. Et puis après, c'est même sur l'attaque, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve qu'on a aussi comment dire, on l'a connu très fantasque. Au tout début, on a eu même des espoirs de go-to-guy et autres. Je trouve que cette année, il est bon parce qu'il est très efficace, mais surtout dans un rôle peut-être un peu plus sobre et un peu plus cadré, en fait. En fait, déjà, côté défensivement, comme tu l'as dit, faut se souvenir qu'à Kentucky, Karl Anthony Towns, il est drafté en tant que prospect également défensif. Ouais. Parce que on a un seven footer qui est hyper mobile et qui comprend extraordinairement bien le jeu. Ça se voit dans sa capacité à mettre des points. Il a une faculté à mapper le terrain qui est assez folle. Et les deux flash, les deux swing skills qu'on projetait chez lui, c'était notamment sa défense et son passing game. Bon, ce passing game, Ouais. c'est pas transposé, mais sa défense, on voit encore les flashs qui sont vraiment très très bons, des fois. Moi, ce que j'aime beaucoup défensivement, c'est que cette année, je l'ai trouvé vraiment bon et surtout que dans sa polyvalence de rôle, il m'a vraiment impressionné parce qu'il y a des séquences où il joue intérieur avec Gobert et Reed et en fait il défend le face-up du big comme tu le disais parfois
il encaisse très bien le contact, parce que c'est quand même un gaillard, il dépasse largement les 100 kilos. Et il joue 5 avec Kyle Anderson et McDaniels, et ça pose pas de problème. Mais bah là, comme tu le disais dans un de tes anciens podcasts, en plein scandale de Shaq aujourd'hui sur la défense de Gobert, et bah, en fait, c'est parfait, parce que tu l'envoies sur le big, et en fait, t'as le roamer de Gobert derrière, et au niveau du système défensif de Chris Finch, c'est excellent. Et je regardais un peu justement le staff de Karl Anthony Towns, et pour ceux qui pensent vraiment qu'il y a un peu un délit de sale gueule, mais pour ceux qui pensent vraiment que Towns est un mauvais défenseur, je regardais un peu notamment les stats de Jokic quand il était défendu par Towns pendant les playoffs. Là, Nikola Jokic, quand il est défendu par Towns face à face, il envoie 43% de réussite au global sur le match-up direct. Towns et Gobert, tu veux dire? Parce qu'il y a Towns en premier rideau, mais il y a aussi Gobert derrière en aide, quoi. Oui, évidemment, voilà, c'est ça. Mais justement, sa faculté de s'adapter à un système qui n'aurait pas été adapté par tous les coachs de la NBA. Alors que Jokic, il envoie 55% sur tous les playoffs. Bah, c'est 43 quand il est défendu par Towns. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais en fait, bah, des fois, il défend poste 5 quand il n'y a que Kyle Anderson. Des fois, quand il joue avec Kyle Anderson, des fois, il joue poste 4, etc. Mais je trouve que si on regarde un peu les on-off défensifs, ils sont pas forcément flatteurs pour lui. Mais en même temps, quand il est pas là, la raquette, c'est Jalen McDaniels, Kyle Anderson et Rudy Gobert. Donc, ouais, même Nasrid. Hein. Nasrid est aussi meilleur que lui en défense. Donc, c'est pas flatteur. Quand t'as un bon backup, tes on-off, ils vont souffrir, mais ça veut pas dire que toi-même, t'es pas un peu bon, quoi. Donc, évidemment que c'est loin d'être parfait. Il sera jamais dans la discussion des défenseurs de l'année. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et offensivement, bah, en fait, c'est comme je le disais, tu l'as présenté tout à l'heure, mais 108 de true shooting plus, il a 114 de 3-point plus pour un 7-footer. Enfin, et surtout quand tu le mets dans un système où, au niveau du spacing de Minnesota, c'est pas non plus la panacée, quoi. Des fois, il joue avec Jalen McDaniels, qui est un semi-shooter, Rudy Gobert, qui est un non-shooter. Donc, c'est pas non plus, il a pas que des shoots ouverts. Et moi, ce que j'adore avec Karl Anthony Towns, c'est que c'est un mismatch ambulant offensivement, quoi. Enfin, pour se rendre compte, moi, je trouve, il est à 126 de free throw rate plus aujourd'hui, donc sa capacité à attirer des fautes par rapport à la moyenne de la ligue, il est à plus 26%. Et j'ai pas réussi à retrouver la dite stat, mais j'étais tombé sur une stat. Bon, je vais pas la dire parce que pour pas dire de bêtises, de fake news, mais sa capacité à attirer les fautes, c'était à immense majorité des fautes provoquées par un joueur qui ne défendait pas sur lui en début d'action. Et en fait, c'est juste que tout le système offensif de Chris Finch quand Anthony Edwards n'est pas sur le terrain, c'est de chercher le mismatch pour Karl Anthony Towns. Parce que s'il est défendu par meneur arrière ailier, juste il va les poster, il va les défoncer. Et quand il est défendu par des bigs, il est beaucoup trop rapide et sa menace à 3 points est beaucoup trop dangereuse. Et moi, j'adore sa polyvalence, j'adore sa faculté à créer des mismatchs à partir de rien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est son jeu à 2 avec Anthony Edwards qui est vraiment en train de s'améliorer. Et tout au long de la saison, en fait, on a vu que ça s'améliorait. En saison régulière, c'était Mike Conley qui était largement le meilleur passeur en volumétrie pour Karl Anthony Towns. Mais en fait, Anthony Edwards était deuxième, je crois, mais à moitié moins de passes décisives. Et en fait, quand tu passes sur les playoffs, Anthony Edwards passe premier et de loin. Donc le système commence vraiment à s'articuler autour des deux et moi j'adore. Bah, c'est vrai que la force principale, c'est le shoot, évidemment. On a affaire à, je pense, un des meilleurs intérieurs shooters de l'histoire. Mais restons sur 2024. Ce qui est bien, c'est que, en plus, paradoxalement, il n'y a pas tant de volume que ça cette année. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus en termes de volume. Tu vois, il est à 5 par match, mais on est à 41%, quoi. Et des bigs dans l'histoire, alors, ça devient de plus en plus fréquent, enfin un peu en tout cas, un peu plus fréquent plus on avance dans le temps vers l'évolution du jeu, mais c'est vrai que c'est d'abord et avant tout un shooter d'élite, donc ça c'est très cool, 41% à 3 points cette année, et c'est vrai que sans lui, le spacing, ce serait déjà avec lui, le spacing il est pas mal, mais pas parfait. Et c'est vrai que sans lui, il serait sans doute catastrophique, quoi. Donc, il y a aussi cette donnée à prendre en compte en termes de valeur. Et c'est pas forcément que des points par match pour lui, c'est pas que des tirs, c'est même pas forcément des actions où il touche la balle. Mais il y a cette valeur aussi de, en fait, il fait respirer l'attaque. Et il la fait pas respirer, genre, c'est un spacing d'élite, mais il l'attire depuis, sans doute assez mauvais, vers juste passable, quoi. Vers une équipe qui est du coup viable, offensivement, juste assez en tout cas. Donc ça, j'aime bien. Il y a le côté porteur de balle aussi, mais tu as développé cet aspect mismatch ambulant, et c'est un peu mon point que j'aime beaucoup sur lui, c'est que voilà, on a commencé avec des attentes très très hautes sur Towns en termes de go-to-guy. On a vu qu'il manquait quelques ingrédients de passing, de cérébral, etc. Ok, ça on le sait, mais ce que j'aime bien, c'est que maintenant on a un rôle plus sobre et plus centré justement de mismatch killer, quoi.
Et tu as bien développé cet aspect de contre des plus petits, c'est quand même un vrai mec de post-up. Contre des ailiers ou plus mobiles dans le périmètre, il a ce drive enfin pardon, contre des plus lourds dans le périmètre, il a ce drive, alors que contre des plus petits, il a le post-up. Bref, c'est un peu l'idée. Et je trouve même que, tu vois, il y a une stat assez parlante, c'est que au niveau du passing, il a donc ce que j'appelle moi le ratio de playmaking, donc le assist percentage par usage percentage, donc grosso modo à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons. Il a jamais eu un jeu qui tendait aussi peu vers le passing. Là, cette année, il est donc à 0,5 de ratio. Bon, le chiffre, on s'en fiche un peu, mais grosso modo, c'est son plus petit ratio, sa plus petite tendance à faire des passes par rapport à son nombre de ballons depuis 2018. Et à l'époque, 2018, c'était Butler, Jeff Teague, etc. Donc c'était aussi une configuration d'équipe avec d'autres créateurs. Mais bref, pour dire que sans doute qu'il y a une partie de valeur qu'on a aussi gratté là-dessus, parce que c'est un mec qui pouvait faire des passes, qui pouvait faire des belles passes, y compris en sortie de dribble, mais il y avait aussi beaucoup de déchets. Donc j'aime beaucoup cette version un peu plus recentrée, cadrée de tiens, toi tu spacing d'élite plus match-up, mismatch, dès qu'on a, on te file la balle et tu vas scorer. J'exagère un peu, mais il y a quand même un peu ça, et ce qui fait que bah ouais, tu vois, alors j'ai parlé du passing, mais pareil, son pourcentage de panier assisté est remonté à 73%, alors que depuis quelques temps, il était plutôt autour des 60%. C'est pas énorme, mais quand même, voilà, c'est un peu une évolution de son profil qui fait que on n'est plus sur des énormes attentes de créateurs majeurs, mais c'est un atout de très grande taille, je trouve, dans cette équipe qui, comme dit, l'attaque, elle est à peine moyenne. Et peut-être que sans lui, elle serait peut-être même dernier tiers de NBA, quoi, je pense. Ouais, je m'étais un peu noté tous ces arguments-là. C'est vrai que en termes de panier assisté, c'est sa plus haute. Il est à je crois que c'est sa plus haute moyenne depuis sa saison rookie. Donc ça Ouais, démontre alors que peut-être qu'il n'a jamais été aussi fort. Donc c'est un peu contradictoire. Mais c'est la première fois qu'il a aussi peu de création. En fait, c'est à quel point est-ce qu'on va donner de la valeur à ce changement de rôle parce que c'est devenu un finisseur élite. Mais ça lui va tellement bien finalement. Et en fait, tu ouais. perds de la valeur sur son statut de star implacable, mais en attendant, tu grattes toujours plus de valeur sur sa valeur terrain. Sachant qu'il a jamais été complètement implacable, en fait. Donc c'est peut-être là-dessus où il perdait des points, c'est qu'il avait plus de volume, mais pas les mêmes résultats des stars. Donc je pense qu'il y a un peu cet aspect de, ok, moins créateur, mais en même temps, t'es meilleur sur ce moins de création. C'est peut-être mieux, quoi, au final, sur le rendu, le rendu global, quoi. Et évidemment que c'est dû à l'explosion de Anthony Edwards, mais Ouais, ouais, ouais. du coup, la question est, est-ce que tu lui fais perdre des places par rapport à ces années d'avant parce que tu n'as plus la présence d'une star implacable? Bon, même s'il ne l'était pas, Ouais, mais dans ouais. l'esprit des gens. Mais en attendant, tu as peut-être, évidemment que je grossis le trait, mais tu as peut-être le meilleur role-player de la ligue, quoi. Donc, role-player sans que ce soit négatif, mais dans des compartiments très, très grossiers, tu as peut-être le finisseur ultime. Donc, est-ce que tu lui fais perdre ou tu lui fais gagner des places? C'est un peu la question. Je crois que l'an dernier, on l'avait classé, mais alors qu'il était blessé, mais bref. Allons directement sur le classement alors, puisque tu trépignes d'impatience pour le faire. On a un top 10. Karl Anthony Towns, on a parlé du profil. Où est-ce que tu l'imaginerais dans ce top 10 actuel alors? Je regarde rapidement. Moi, je pense que chez moi, il se situerait assez facilement entre les deux pivots de ton top, donc entre Rudy Gobert et Domantas Sabonis. Ok, ah ouais, carrément au-dessus de Sabonis. Ouais, je pense. Je pense. Après, pour le coup, j'ai jamais été tellement fan de Domantas Sabonis, mais Domantas Sabonis m'apporte deux compromis de spacing et de défense que Karl Anthony Towns ne m'apporte pas. Alors que, évidemment, que Domantas Sabonis a une valeur de scoring implacable et de passing game qui peut être. Bon, on va pas faire le report de Sabonis, mais je perds trop de valeur chez Sabonis, je perds trop de valeur joueur chez Sabonis que je n'ose imaginer en perdre chez Karl Anthony Towns. Ça me fait un peu haut. Moi, je t'avoue que j'étais plutôt en duel là, donc place numéro 5 et 6, Derek White, Franz Wagner. Mais quoique non, c'est peut-être un peu bas en effet. C'est peut-être un peu bas. Après, pour le coup, moi, dans mon top personnel, j'ai zéro place d'écart entre Towns et Sabonis. Ils sont vraiment l'un après l'autre. Donc, si tu me dis Sabonis devant, c'est pas non plus. Si demain matin je me lève du pied gauche, j'aurais pu les inverser, quoi.
Non, mais tu vois, moi, je me pose même la question par rapport à un Derrick White, quoi, qui est devenu créateur cette année, qui est pas juste le mec de 2023, un peu role-player génial, qui a quand même plus de création, on parlait de zéro compromis, lui, il a vraiment zéro compromis, là où Towns, il s'est amélioré en défense, mais c'est quand même pas non plus génial non plus, quoi. C'est bien, il y a de la valeur, mais on a vu que la série contre les Mavs, tout part aussi un peu de lui, son incapacité à switcher, qui a dicté qu'on a fait certains systèmes de jeu. Bref, on va pas refaire ça, mais tu vois, moi, je me posais la question avec Derrick White par rapport à ça, et même Franz Wagner, qui est aussi un peu créateur. Mais non, mais on peut trancher entre les deux. Alors, on peut trancher entre les deux. On le met entre Sabonis et White. Alors, au-dessus de White, ça Oui, te va? ouais, nickel. Bah, le fait est que la protection de cercle que peut apporter Karl Anthony Towns pourrait me le faire passer devant le on-ball de Derrick White. Après, Franz Wagner, je l'aime, mais il fait pas une bonne saison pour le coup. Donc. Juste pour expliquer aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit. Moi, ça me fait haut Sabonis, enfin le mettre au-dessus de Sabonis, même si après c'est une question de pondération, mais là où je pondère pas mal les qualités de Sabonis, c'est que c'est un peu le dépositaire du jeu des Kings. Et tu vois, on parlait de création. Lui, alors, il est efficace sur son propre scoring, mais surtout, c'est un peu lui l'attaque des Kings. Et donc, il y a cette vraie valeur de création. Là où, comme on a dit, avec Towns, on est plutôt un peu, alors, un élément important de la chaîne, mais quand même un élément, quoi. C'est pas le système entier. Là où Sabonis est le système entier, mais de l'autre côté, je comprends aussi que, comme tu dis, c'est le système à lui seul, mais avec aussi certains compromis, quoi. Donc je peux entendre qu'avec une pondération, pareil, hein, si tu me poses la question d'ici 2 jours, je peux te dire, bah non, c'est vrai que la défense de Sabonis est trop pénalisante, donc mettons Towns au-dessus. Mais ok, bon, mettons-le là, alors pour l'instant, si ça te va, entre Sabonis et Derrick White. Si Ouais, on hésite, franchement. c'est qu'on est à peu près dans la bonne zone, hein, du coup, je pense. Ok, très bien, très bien. Et bien pour finir, je sais pas si tu t'en souviens, mais nous faisons des petits quiz pour, euh, J'avais pour totalement finir. oublié. C'est vrai. Je te prends par surprise des petits quiz pour se remémorer certaines actions un peu marquantes de la saison. Et donc, nous sommes le 14 janvier 2024 et c'est un poster dunk contre les Clippers. Qui est sur le terrain? Est-ce que tu es capable, c'est le nom du quiz, hein, qui est sur le terrain? Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk, le 14 janvier de Karl Anthony Towns sur les Clippers? Et du coup, que les joueurs de Minnesota? Tous les joueurs sur le terrain, les 10. Ah, les 10, ok, ça marche. Et ben, je vais partir sur Minnesota. Du coup, en premier, je vais dire Karl Anthony Towns avec Rudy Ouais. Gobert. Pas Gobert, non. Et donc, c'est Nasrid. C'est Nazréon, ouais, tout à fait. Nazréon Hilton, je te précise. Je vais dire Mike Conley, Edwards et McDaniels. Eh bien, il y a Edwards, oui, mais les autres, non. Il t'en manque 2, donc. Et donc, si c'est pas Mike Conley, essayons Alexander Walker. Exactement, c'est Now, Nickel Alexander Walker qui est là sur le terrain. Et donc, au poste à l'aile, je vais essayer. La réponse évidente serait Kyle Anderson. Et donc tu dis quoi? Je vais tenter Kyle Anderson. Eh bien, c'est une bonne réponse. Très bonne Yes. réponse, Kyle Anderson, tout à fait. Et côté Clippers, alors, je rappelle que nous sommes le 14 janvier. Spurs, je vais dire James Harden. Non, pas sur le terrain, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, donc on va partir poste pour poste. Je vais dire Russell Westbrook. Tout à fait, tout à fait. Je vais dire Paul George, Kawhi Leonard. On va dire les évidences. Kawhi Leonard, oui. Et si c'est pas Paul George, c'est donc Norman Powell. Exactement, tout à fait. Et bien à l'intérieur, on va dire Zubac. Toute, Non, l'intérieur, c'est celui qui était le pote de Seth Curry à Duke. Quoique ça te parle peut-être pas. Ah T'aimes bah bien le Plumlee. scouting, mais t'es peut-être pas aussi vieux. C'est Plumlee, effectivement. Et Ouais. le cinquième, il est très fort. Très très fort. Moi, j'aime bien quand il est très fort. Ah, et oui. Amir Café. Amir Kofi, effectivement, tout à fait. Et sur le terrain, au moment de ce poster dingue. Bon, t'as eu un quiz facile hein, pour démarrer.